Attention, ça a été touché par un grand dieu avant vous, c'est une relique. Pierre-Marie Desclos, est-ce que vous avez l'intention de prendre la parole sans être applaudi? Je vais vous le donner, je vais vous donner le mien. Voilà. Merci, Monseigneur. C'est un plaisir. Je me dois avant toute chose de porter à cette assemblée le salut du Club international des prôneries, qui est une association créée il y a plus de 35 ans maintenant et qui regroupe des collectionneurs, des chercheurs amateurs, des conservateurs de musées et des passionnés du harnachement du cheval et de l'histoire du cheval et de son harnachement. Je suis un des modestes membres créateurs de cette association qui m'a en quelque sorte délégué pour faire une présentation aujourd'hui. Nous allons voir, alors, comme Calixte vous l'a dit, moi je suis tout à fait passionné par les embouchures au cours de l'histoire depuis le début. Et j'ai abordé l'image et le symbole du mort dans cette période de la Renaissance dont, bien entendu, aujourd'hui, nous fêtons en quelque sorte un anniversaire. Je commencerai avec une supposition. Imaginez... Pierre-Marie, est-ce que je peux vous interrompre pour vous demander de rapprocher votre micro de votre embouchure? Pardon? Rapprochez votre micro de votre bouche. D'accord. Voilà, merci. D'accord, bien volontiers. Mieux. Je dis à chaque membre de cette audience, imaginez que vous visitez Rome. Imaginez que vous visitez le Vatican, le palais du Vatican. Et on vous présente, par exemple, cette fresque splendide de Raphaël. Et imaginez que votre voisin ou votre neveu présent, quiconque, ayant noté quand même la présence d'un mort et d'une bride, vous pose la question, mais qui sont ces personnages féminins? Qui sont-elles? Pourquoi une bride? Et la question peut être répétitive, parce que si vous explorez les multiples richesses, entre autres de l'Italie, mais pas seulement, comme on le verra, de la période de la Renaissance et de celle du baroque qui l'a suivie, la présence, en quelque sorte, de morts et de brides est fréquente. On ne va pas dire omniprésente, mais très fréquente. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Pourquoi ces morts et qui sont-elles? En fait, la particularité du mort est d'avoir été, pendant tout le temps, un symbole dont, entre autres, la Bible parle souvent. Il y a de nombreuses références aux morts. La littérature romaine, bien entendu, en parle. On en parle souvent comme un symbole de domination. Ça se comprend, à la limite. On parle là, la Renaissance, on va dire 1000 ans, ou plusieurs milliers d'années, si on se réfère à, enfin 2 millions d'années si on se réfère à la Bible. Là, autre symbole, le symbole de la tempérance. La bride avec laquelle, et le mort avec lequel on règle l'allure du cheval. Rappelons aussi que la Renaissance, dont on présente souvent une image un peu rose et romantique, était, bon, on en a parlé un petit peu pour l'équipement militaire, était une période assez dure au point de vue politique. On a vu des images de Rome. Rome, à l'époque, c'était la contre-réforme. C'était l'Inquisition et c'était un contrôle omniprésent et très sévère des autorités en général et de l'Église en particulier sur tout ce qui se publiait et sur tous les arts graphiques. Et donc les arts graphiques étaient contenus souvent à des représentations symboliques, morales,
illustrant éventuellement la mythologie. Et parmi les valeurs morales, il y avait les 7 vertus cardinales, dont l'une d'entre elles est la tempérance. La tempérance ayant 2 attributs ésotériques, c'était ou un personnage féminin qui versait de l'eau dans le vin, on peut comprendre que ce soit la tempérance, ou qui tenait une bride à la main. Alors, les exemples, ils ne sont pas nombreux, ils sont très nombreux. Et c'est difficile de faire tenir ça dans une courte présentation. On va en voir quelques-uns. C'est souvent beau, très beau. Voilà Luca Giordano qui a fait 2 variantes, en quelque sorte, de ce grand tableau, et avec toujours la tempérance qui porte un mort et une bride. La plupart des visiteurs ne savent pas que c'est la tempérance. Il faut dire que la plupart n'ont pas reconnu non plus que c'était un mort. Mais pour les passionnés que nous sommes, c'est absolument phénoménal. C'est vraiment le centre du tableau. Regardez Benedetto Luti, là on voit bien le mort. Alors souvent les morts sont représentés d'une façon assez symbolique, mais il y en a qui sont représentés physiquement avec certains détails. Sebastiano Conca, là on voit assez bien le mort, un grand mort de bride assez simple. Je dois dire que je me suis de temps en temps laissé glisser et je me suis éloigné un peu de la stricte période de la Renaissance que je mentionne dans le titre, parce que je me suis laissé entraîner par le fil de la recherche. À Paris, le Corrège, très grand peintre, avec là, fallait le chercher, celui-là, parce qu'il est sur les genoux de la dame. Mais c'est toujours la tempérance avec son mort à la main. Corrado Giacinto, là, on voit bien le mort, assez bien représenté. Erasme Quellin le jeune, là, on voit vraiment la bride. Bien montée, avec un mort, avec une bossette en laiton, assez classique de l'époque. Celle-ci est mignonne. Alors, on voit déjà arriver des angelots, beaucoup d'angelots avec beaucoup de morts. Là, c'est ce qu'on j'ai regroupé sous un titre, La voie aérienne. En quelque sorte, la livraison à la tempérance de morts qui lui sont amenés par des angelots, en italien i putti. Alors certains sont assez symboliques, mais d'autres sont assez bien représentés. Regardez celui-là, il est quand même assez net comme mort. Alors, on pense, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de chevaux. Mais là, on va voir des animaux auxquels on applique des morts. Un animal, à celui-là aussi symbolique et ésotérique, mythique de la Renaissance, la licorne. Et là, on voit donc des allégories, l'allégorie de la tempérance occupée, on va dire, à débourrer une licorne, opération délicate, et on les voit donc en train d'emboucher, on va dire, d'emboucher des licornes. Voilà. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, la licorne était un animal fabuleux, mythique, terrible et dangereux. Ce n'est pas l'animal tranquille qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, enfin dans l'esprit mythique de l'époque. Là, celui-ci, ce dessin, enfin ce tableau est plus tardif, mais là, je n'ai pas pu résister en voyant les 2 angelots à l'inclure dans cette présentation, parce que là, vraiment, ça résume bien la présence de mort auquel on ne s'attend pas. Parce que là, il n'y a même pas la tempérance à côté, c'est le mort en soi, comme objet à représenter. Alors, et il y en a tant d'autres. On fait un passage rapide. Le dominicain, grand peintre, bien entendu. Giorgio Vasari, à Florence.
Stradanus. Oui, Massimo Stanzione. Donc, il y en a, j'aurais pu vous en présenter une liste d'une centaine. Je vous ai montré des tableaux, mais on retrouve l'omniprésence du mort et de ces personnages mythiques, symboliques et ésotériques de la tempérance dans les gravures également. Alors, certaines gravures sont des reprises de tableaux, d'autres sont absolument originales. On retrouve quand même de temps en temps le mort comme symbole de punition et de domination. Ce qu'il était, enfin les nombreux passages de la Bible sont d'ailleurs assez intéressants. Il est intéressant de reprendre le mot en araméen tel qu'il avait été dans le document de base de la traduction de la Bible et de voir comment ça a été traduit. Et voilà donc une gravure spectaculaire, l'Église triomphant de l'hérésie, où on voit donc un personnage féminin qui figure l'Église et sous son pied, la pauvre hérésie avec un mort dans la bouche. Mais là, on revient, on est dans la contre-réforme. Et dans la région ici, à l'époque, c'était quand même les guerres de religion aussi. Rappelons-le, remettre les choses dans le contexte. Il y a une autre gravure qui n'a pas de titre, mais cette jeune femme éplorée qui erre avec une bride à la main, j'ai pensé que c'était la pauvre hérésie, encore mal remise du traitement auquel elle avait été soumise. Ensuite, une longue série, très surprenante. Alors là, on voit une femme qui chevauche un vieillard, lequel a un mort dans la bouche, mais attention, elle est équipée, elle a aussi des éperons et une cravache. Alors, ce sujet se retrouve très souvent, 16e, 17e, c'est fréquent. Alors, au départ, on lui a donné éventuellement, les conservateurs des musées ou dans les catalogues, on lui donne souvent le fameux thème de la tempérance. Ce n'est pas ça. C'est bien autre chose, c'est une histoire beaucoup plus intéressante et critique. C'est l'histoire d'Aristote et de Phyllis, qui est tirée d'un lait. Le lait, c'était un poème narratif du XIIIe siècle, narratif et éventuellement humoristique. Alors, le lait d'Aristote et Phyllis raconte une légende, celle du grand philosophe Aristote, le philosophe du bonheur par la simple raison, lequel était le mentor, le conseiller, très proche d'Alexandre le Grand. Et il a accompagné Alexandre le Grand dans sa grande migration militaire vers l'Est, cette grande épopée fantastique. Il se trouve qu'au cours de cette grande entreprise militaire, à la frontière de l'Inde, c'est ce que raconte la légende du lait, Alexandre le Grand rencontre une jeune courtisane très belle, il s'en amourache, il arrête sa campagne et il reste sur place. Aristote, le sage, lui fait valoir à son élève que quand même confondre les plaisirs de la sensualité avec les grandes entreprises militaires, ça ne se fait pas. La légende raconte qu'Alexandre le Grand écoute son maître, lui donne raison, appelle la jeune et jolie courtisane qui s'appelait Phyllis et lui communique le fait que oui, les meilleures choses ont une fin, on repart demain matin. Demain matin ou dans la semaine.
laquelle Phyllis s'en ressent beaucoup, et elle décide de se venger. Et elle combine un petit complot. Elle prévient Alexandre qu'il va voir quelque chose de spectaculaire. Elle va se promener légère et court-vêtue dans la cour d'Aristote. Le grand philosophe la voit, il est séduit, il la veut, et elle ne lui concède pas ses faveurs, ou elle ne lui concédera, dit-elle, que si le philosophe accepte d'être chevauché par elle. Entre-temps, elle a prévenu Alexandre le Grand qu'elle chantera une chanson, quand elle chantera la chanson, qu'il vienne vite regarder ce qui se passe. Et au moment où Aristote accepte de se faire chevaucher par Phyllis, Alexandre le Grand, par-dessus le mur, regarde et se moque de son maître, bien entendu. Alors, ce fabliau est répété dans des dizaines de gravures, et bon, c'est assez amusant. Alors, les philosophes en ont tiré, bien sûr, des conclusions, que la sensualité est maîtresse des hommes bien plus que la raison, etc. Et moi, je me plairais à paraphraser le titre d'un ouvrage que de nombreux cavaliers ont lu en disant « Le philosophe est un cheval comme un autre ». Même dans les tarots de l'époque, c'est-à-dire dans un objet très commun qui n'est pas seulement les cabinets de curiosité, on trouve la tempérance, d'ailleurs associée à un éléphant. L'éléphant était supposé être également un exemple de tempérance, un animal qui ne mangeait que ce dont il aurait eu besoin, paraît-il, à l'époque. Là, c'est assez curieux parce qu'elle a apparemment un mors dans chaque main. C'est une bride avec un mors à chaque bout. C'est assez particulier. Mais voilà un autre tarot, la tempérance, toujours avec la tempérance et son mors. Intéressant que le verso de cette carte des tarots, c'est le prêtre, comme si les deux choses n'étaient pas du même côté. Dans la sculpture, enfin, alors, dans la sculpture, on retrouve toujours la tempérance. À Nantes, par exemple, sur le tombeau de François II, où d'ailleurs, en plus, la tempérance, là, a bien entendu une bride et un mort dans une main, mais également une horloge dans son autre main. Et si on fait un tour d'Europe, on en trouve... là, c'est... Amsterdam, oui, je vois mal. Ça, c'est à Paris. Et, chose surprenante, la fontaine Saint-Michel. Étant étudiant, je suis passé 1000 fois en dessous. Il faut dire que la tempérance, pour moi, à l'époque, quand j'étais étudiant, c'était une contrainte qui m'était imposée. Ce n'était pas une ambition dans la vie, absolument. Mais là aussi, on trouve, si vous regardez en haut de la fontaine de la place Saint-Michel, vous trouvez ces quatre statues, dont la tempérance, vertu cardinale avec Saint. J'espère avoir contaminé cette audience en vous communiquant cette curiosité malsaine qui consisterait à chercher le mort et la bride dans tous les chefs-d'œuvre de l'époque de la Renaissance et du baroque et éventuellement ultérieur. Et je vous remercie. Merci infiniment Pierre-Marie Desclos. Je vais vous le laisser parce que c'est bien le moment des questions. Est-ce que vous acceptez de répondre à des questions s'il y en a, Pierre-Marie? Je peux vous poser des questions? Alors, y a-t-il des questions? Oui, là-bas. J'arrive jusqu'à vous. Je viens bon train. Bonjour. Je suis sourd et je ne suis pas certain de quoi. Je vous écoute. Je peux parler comme ça, si vous préférez. Oui. Ah, excusez-moi. Est-ce que, à part la tempérance et la domination, le mort a d'autres symboliques? Est-ce que ça a évolué dans le temps?
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une symbolique particulière sur le mort, autre que ces deux-là? Enfin, ça reste quand même. Alors, le mort a d'autres symboles qu'on connaît dans les expressions communes. Une course effrénée, par exemple. Dans la littérature latine, dans les récits de bataille, on raconte qu'éventuellement, et ça resterait vraiment à prouver, que surtout dans la conquête de l'Espagne par les Romains, que certains généraux auraient ordonné à leurs troupes montées d'enlever les brides et de charger donc sans espoir de retour. Ce qui n'est pas une bonne mesure de cavalerie. La cavalerie napoléonienne, contrairement aux Anglais, chargeait au trot, parce qu'on peut réorienter la charge à tout moment. Donc oui, enfin, dans le langage commun, tout ce qui est effréné, tout ce qui est mettre un frein à quelque chose, mais là on est plus dans le symbole littéraire et le concept que dans le rapport à l'objet lui-même. J'ai mentionné rapidement la Bible, parce que alors, dans la Bible, avec un de nos collègues du club des prôneries, j'avais il y a quelques années ressorti en araméen toute la parole le mort dans le document qui est reconnu avec un consensus comme le document original, qui a été traduit en grec au 5e siècle et traduit plus ou moins bien après dans les langues vulgaires, où on retrouve à la place du mort des mots très curieux comme du croc, du fer, enfin parce que le traducteur n'avait pas bien compris ce dont il s'agit. Par contre, Saint Jérôme dans la Vulgate a bien traduit le mort en tant que tel. Très bien, d'autres questions? Pouvez vous asseoir, Pierre-Marie, si le cas vous... Non, je vous enlève. J'ai 3 jambes, alors ça va. C'est vrai? C'est au moins une de trop? Je voulais revenir donc à la Bible. Vous avez cité la Bible. Vous venez de donner une explication en disant que la Bible, donc vous avez trouvé le mort en araméen et qui était traduit autrement. Or, dans la Bible, il y a très très peu de chevaux. Les ânes étaient battés ou alors, où est-ce que vous avez une référence dans la Bible, s'il vous plaît? Alors, je n'ai pas le document avec moi, mais il y a une référence qui me vient à l'esprit, c'est Pharaon qui dit à un homme à genoux devant lui qui a été vaincu dans une bataille, je te mettrai un mort dans la bouche. Souvent traduit, je te mettrai alors on a tout vu des crocs dans la bouche, des choses comme ça, mais en voilà un par exemple, le symbole vraiment de la soumission totale, je te mettrai un mort dans la bouche. D'autres questions? Oui, là-bas dans le fond. Hop. Vous pouvez vous lever? Oui, est-ce que justement, s'il y a eu un emploi de mots assez différents, donc je ne sais pas si c'était par les traductions d'Averroès, il me semble, qui a traduit la Bible et beaucoup de textes anciens, s'il y a eu des mots différents pour utiliser, pour dire mort dans des traductions de la Bible, est-ce que c'est parce que les gens qui ont traduit la Bible à ce moment-là avaient une représentation différente du mort, en fait, et ne comprenaient pas la référence au mort dans certaines situations? Est-ce que la traduction qui a été faite, fausse, qui a été faite du mot mort, est venue du fait qu'on ne savait pas interpréter ou parce qu'on choisissait de trouver un autre mot? Je n'en ai pas d'évidence, mais il faut penser, par exemple, dans la Bible, pour illustrer la difficulté de traduction, et pour ceux de nos amis ici présents qui feraient de l'attelage, par exemple, lorsqu'on décrit la fuite des Hébreux est poursuivie par les chariots de guerre du Pharaon. Ils rentrent dans du sable, et il y a un mot que les spécialistes de l'attelage connaissent, mais que peu de monde connaît, dérayer. C'est-à-dire que lorsque le chariot arrive dans le sable mou, sous l'effet de la traction, la roue est tirée, le rayon fait frein et ça arrache le moyeu. On dit dérayer.
Alors, il est évident que les traducteurs de la Bible qui avaient à expliquer dans un mot technique comme celui-là, d'ailleurs, le problème du traducteur, on dit traduttore, traditore. Mais le problème du traducteur, c'est que même s'il avait trouvé le mot dérayé, peut-être que les lecteurs n'auraient pas compris non plus. Est-ce que ça répond à la question que vous posiez ou à peu près ? Sur les problèmes de traduction ou de langue, la linguistique est importante parce que on a vu Labroue. Labroue et ses contemporains utilisaient des tas d'italianismes. On a dit que cavalerie, cavallo, cavallerizzo, mais par exemple, les formes de canon un peu aplaties, qu'on appelait en France les escaches, en fait en italien c'est scaccia, etc. Et certains disent, nous avons utilisé des italianismes parce qu'on n'avait pas le vocabulaire pour ce nouvel objet qui est arrivé, c'est-à-dire le mort de bride, c'est récent, le mort de bride, c'est fin 15e, début 16e, quoi. Et donc avant, on n'avait même pas la terminologie pour le décrire dans les ouvrages, parce qu'il y avait de nouvelles pièces. La gourmette, en tant que telle, appui du levier, la gourmette, c'est 15e siècle, hein, c'est pas fin 14e, 15e, c'est pas avant. Avant, tous les morts n'étaient que des filets plus ou moins curieux, mais le mort de bride, c'est fin 15e, début 16e. Je ne voudrais pas prolonger au-delà de... Et par un hasard que je ne peux pas expliquer, nous sommes en avance. Pardon ? Par un hasard que je ne peux pas expliquer, nous sommes en avance. Donc nous avons tout le temps pour les questions si vous avez des questions à poser. Ça tombe bien, regardez ça. Ça se précipite d'un seul coup. Alors, bonjour. Si vous voulez bien vous lever et parler. Oui, bonjour. Moi, je voudrais vous demander, justement, ça m'a toujours étonné, parce que je me passionne aussi pour les embouchures. On dit brider son cheval. Oui. Il n'y a pas de terme autre. On dit aux enfants, aux clients, mettez votre filet, mais on dit brider. Et quand on dit brider, on me regarde toujours. Oui, donc, oui, bien. oui. À l'époque, Oui, il mais n'existait que des brides, parce que bien moi, je regarde sûr. aussi les tableaux quand je vais dans les musées, et je vois toujours des embouchures de brides avec des gros bras de levier, Oui. et toujours une gourmette. Voilà. Oui, ben alors, on revient au symbolisme linguistique, parce que le mot brider s'utilise en médecine, s'utilise dans de nombreux contextes quand on parle de limiter quelque chose. Enfin, il y a même des parties anatomiques du corps humain qui s'appellent des brides. Brider des efforts, brider l'expansion. Alors, j'ai passé beaucoup d'heures à rechercher autour du mot brider, mort, etc. Et de temps en temps, on se perd dans des considérations politiques et autres, où le mot brider, par exemple, est seulement symbolique, bien sûr, et sans référence à l'appareil qu'on met autour de la tête du cheval, bien sûr. Sans parler des yeux qui sont aussi parfois bridés. Pour la même raison d'ailleurs. Parce qu'il y a des brides sur les yeux des Asiatiques. Bien sûr. Quand est-ce que le mort a été créé à quand ? Quel est le mort ? Il a été créé, c'est-à-dire le premier mort qu'on a retrouvé. Le mort a été créé autour du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il n'a pas été créé dans un seul endroit, mais dans différents endroits où on maturait le besoin d'avoir un appareil pour mieux contrôler le cheval. Le mort, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers morts structurés à d'usage militaire étaient des morts d'attelage, parce que les chevaux étaient trop petits pour guerroyer et porter un guerrier. Les premiers morts ont été des morts faits avec des matières organiques, c'est-à-dire que par exemple on tressait une corde de crin et de chaque côté un andouiller de cerf était percé et constituait un filet.
C'est d'ailleurs assez intéressant. Et donc on a retrouvé peu de traces, mais on a retrouvé quelques traces. Les andouillets de cerf, on les a retrouvés dans les tombes. Intéressant de considérer que quand on est arrivé à l'âge du bronze, les premiers morts reproduisaient la forme des andouillets de cerf. Bon, ensuite, très vite, ça a évolué. Donc, création environ 3000 ans, on a retrouvé des traces d'usure sur les premières molaires de certains chevaux dans des tombes. Et donc, ça permet des datations, même s'il y a eu des erreurs, parce qu'on a trouvé des tombes où on avait empilé des chevaux, des cadavres de chevaux, pendant 3000 ans. Et donc, après, il est difficile de voir en fonction des strates à quelle époque c'était. Où ça a été créé? À plusieurs endroits, très probablement, quelque part dans les steppes au nord de la mer Noire, entre la mer Noire et la steppe euro-asiatique, mais on va dire dans quelque chose qui serait quelque part entre les Bouches du Danube, la Mésopotamie très certainement, et peut-être plus à l'est de la Mésopotamie aussi. Je vous en prie. Oui, et depuis quand date... Voilà. Merci. Oui, depuis quand date l'association du mort de filet et du mort de bride pour la bride telle qu'on la connaît aujourd'hui? L'association du mort de bride et du filet, c'est ça? Oh, là, il faudrait demander, il y a des experts beaucoup plus qualifiés que moi, mais j'ai l'impression que c'est 19e, hein, c'est pas... oui, hein, c'est ça, fin 19e, oui. Si personne ne vous contredit, considérons que c'est la fin du 19e. Fin 18e, oui. Oui. C'était l'association d'un mort de bride et d'un bridon. On appelle bridon à l'époque... Mais là, il y a des grands spécialistes beaucoup plus qualifiés que moi pour vous répondre. Alain, vous voulez prendre la main, puisque c'est très ouvert, hein, au stade où nous en sommes. Dans 3 minutes, nous serons servis, nous pourrons passer à table. Et en attendant, on a 3 minutes pour deviser joyeusement, donc n'hésitez pas. S'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Nous allons donc mettre les 3 minutes qui viennent à profit pour qui aller aux commodités, qui venir auprès de la jeune marine récupérer des tickets de parking pour sortir du parking à la fin de ce colloque. Et puis dans 3 minutes, donc, juste derrière nous, les lourdes teintures de velours d'Utrecht s'ouvriront pour laisser place à un de ces banquets comme on n'en a plus connu depuis que Hannibal a fait halte à Capoue. Et ensuite, à 14h, nous reprendrons nos travaux, si vous en êtes d'accord. Je dis si vous êtes d'accord, c'est une formule totalement acquise, puisque évidemment, même si vous n'êtes pas d'accord, on le fera quand même. Pierre-Marie Desclos n'a pas été applaudi, comment se fait-il? De quel droit? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez rencontrer les divers orateurs qui ont pris la parole ce matin, n'hésitez pas à aller au-devant d'eux. Et si vous souhaitez avoir des exclusivités sur les interventions de ceux qui prendront la parole cet après-midi, ils sont également à vos dispositions pour dévoiler une partie des révélations qu'ils feront à la face du monde tout à l'heure. Daniel veut prendre la parole. Je ne sais rien refuser à cette jeune personne, donc je lui cède le micro. Eh bien, simplement pour vous dire qu'en sortant, vous pouvez regarder l'exposition Pluvinel et que les panneaux sont numérotés. Il faut aller au 1 pour commencer, c'est celui qui est le plus loin, a priori. Et donc, vous pouvez regarder. Donc, on a sélectionné quelques phrases de Pluvinel pour mettre en avant. Et puis, on a sélectionné quelques gravures. Et on s'est aperçu que certaines gravures ont été copiées et que dans les copies, certaines ont des arrière-plans différents. Par exemple, alors que ça a été fait originellement dans un manège, eh ben, on retrouve le même cheval exactement avec les mêmes écuyers, avec un fond où on voit le Louvre, par exemple. Mais il faut savoir qu'elles ont toutes été faites au Louvre. Merci Daniel pour cette communication. Donc nous nous rendons au tableau numéro 1, puis alors après 2, j'imagine, 3, enfin, etc., jusqu'à ce qu'il y... Jusqu'à 10, voilà, je ne savais pas combien il y en avait. Maintenant, nous le savons.
je n'ai plus rien d'intelligent à vous dire, si ça a déjà été le cas depuis le début de la matinée. À partir de maintenant, je reprendrai ce micro à partir de 14h, ou avant s'il y a des informations capitales à vous communiquer. Pour le reste, dans quelques instants, nous allons enlever du passage la lourde table en chêne de la Renaissance qui barre le passage. Les gens tournent la tête en disant, il y a vraiment une lourde table en chêne. Oui, bah, c'est une image. Imaginez une lourde table en chêne de style Henri II. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, alors c'est-à-dire qu'on ne sort pas parce qu'on est juste ici. Ah.